Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Hervé Juvin, qui est donc essayiste, écrivain, eurodéputé Rassemblement National, mais le groupe s'appelle Identité et Démocratie au niveau de l'Europe, et candidat aux élections régionales de 2021. Dans les Pays de Loire. Dans les Pays de la Loire. Empressons-nous de l'ajouter. Hervé Juvin, effectivement, c'est l'essayiste, l'écrivain, bien sûr, mais c'est à l'eurodéputé que je m'adresse d'abord, parce qu'on a beaucoup suivi cette histoire. On a reçu d'ailleurs Michel Rivasi, qui est elle-même députée européenne, ELV. On a reçu d'autres personnes. Et cette histoire de deux choses, par exemple. D'abord, ça a commencé avec l'achat du Remdesivir par l'Union européenne, mais et les vaccins, surtout les vaccins, AstraZeneca, etc., et de la possibilité aux députés européens, même ceux qui sont dans le contrôle du budget, de voir, de regarder cela, et puis les négociations. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est qu'on se fait vacciner, très bien, il n'y a pas... le problème n'est pas sur la contestation ou pas de la vaccination, le problème c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on aimerait savoir, puisque des millions de personnes se font vacciner, puisqu'on a acheté effectivement un certain nombre de doses, on va parler du retard, etc. aussi, c'est comment ça fonctionne, Hervé Juvin. Comment ça fonctionne? Et c'est là où on est vraiment... Comment ça fonctionne? Est-ce que les États ont leur mot à dire? C'est la Commission européenne qui décide, solitaire? Comment ça se passe? Ça se passe ou ça ne se passe pas de la manière suivante. Au terme des traités européens, le sanitaire, le domaine sanitaire est de la compétence des États membres de l'Union. C'est ça, il n'y a pas de politique européenne de la santé. Alors, il n'y a pas de politique européenne de la santé, mais, oui, selon une recette formulée en son temps par Jean Monnet, toute crise est bonne à prendre, parce que toute crise est l'occasion pour la Commission d'acquérir un peu plus de pouvoir et de s'ingérer un peu plus dans les affaires des nations. Et la pandémie de Covid-19 a été saisie au bon par la Commission européenne, sous la raison ou le prétexte suivant: nous sommes sur une pandémie qui touche tous les États membres de l'Union. Nous, Commission, nous avons une capacité supérieure à négocier, nous avons une capacité supérieure à anticiper, et donc nous allons en quelque sorte nous autosaisir de la capacité de négocier avec les big pharma, les grands laboratoires pharmaceutiques, le vaccin supposé pouvoir mettre fin à la pandémie. Et c'est ce qui s'est passé. De manière, je le précise, totalement unilatérale, sans que les États soient consultés et sans que les États membres de l'Union soient associés à la négociation que la Commission a engagée de son propre fait. Ni consultation, ni association. Ni consultation, ni association, au nom de... On est plus gros ensemble, oui, donc on va négocier des meilleurs tarifs et des meilleures conditions. Sans en avertir les États des conditions. Les États n'ont été absolument pas tenus au courant ou associés aux négociations sous prétexte constamment utilisé que la confidentialité est nécessaire pour aboutir aux meilleures conditions. C'est le principe des acheteurs dans les grandes entreprises, je l'ai bien connu dans ma vie précédente. J'ai assisté à la montée de la fonction achat. L'idée étant qu'un acheteur, c'est d'abord un expert, c'est une compétence très bien valorisée dans les grandes entreprises industrielles, et un acheteur qui achète pour tout un groupe va évidemment payer moins cher que si chaque filiale s'organise dans son coin. Ça a été la méthode prise par la Commission européenne. Ça me conduit à poser au moins 2 ou 3 questions. Où sont les compétences d'achat au sein de la Commission européenne ? Est-ce qu'on a des acheteurs professionnels ? Et est-ce qu'on a des acheteurs professionnels qui savent négocier des contrats qui portent sur des milliards d'euros sur des sujets aussi essentiels que des vaccins qui vont toucher potentiellement des dizaines, voire des centaines de millions d'Européens ? Où sont les compétences ? Où sont les expertises ? Dans l'état actuel des choses, je ne sache pas que la Commission européenne dispose de telles expertises. La deuxième question, c'est naturellement la transparence démocratique. Pardon, excusez-moi, déjà, c'est très important ce que vous venez de dire, Hervé Juvin. Vous pensez, parce que vous dites je ne sache pas, vous pensez que les responsables des achats, puisque c'est ça la fonction achat, et les gens qui sont là ne sont pas des spécialistes des vaccins vraiment, suffisamment compétents et à la hauteur pour juger, ou pas? Ce serait à la Commission de démontrer l'inverse, mais j'ai une observation à ce sujet. Comme d'autres États membres, la Belgique a de son côté négocié en direct avec des laboratoires. Et ce que l'on a su à l'occasion d'une bourde d'une ministre belge, c'est que le prix d'achat du vaccin par la petite Belgique, je vous le rappelle, la Belgique c'est très peu par rapport à l'Union européenne, le prix d'achat du vaccin par la Belgique est plus bas que celui négocié par la Commission.
Ce qui évidemment pose quelques questions. Certes. Où est allé l'argent? Comment ont été faites les négociations? On a assisté à un déni de démocratie qui vient de se confirmer la semaine dernière. Vous l'avez su en accueillant ma collègue, la députée Michèle Rivasi. Je m'associe naturellement aux poursuites qu'elle veut intenter auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, parce que les députés ont eu la possibilité de consulter les contrats de manière tout à fait exceptionnelle. Ils avaient à peu près 50 minutes, en ayant abandonné leur téléphone portable, tout moyen de prendre des photos. Arrivés dans la salle où les contrats étaient naturellement seulement en anglais, ils se sont aperçus que toutes les clauses importantes, notamment financières, notamment de responsabilité, avaient été caviardées. En d'autres termes, la Commission s'est affranchie de tout contrôle démocratique. Je pense qu'elle prend un grand risque, parce que je ne suis pas sûr que la qualité des vaccins soit au rendez-vous. Je ne suis pas sûr que les vaccins, mais nous allons en parler, soient la panacée attendue. Et je considère pour ma part que la Commission, en outrepassant manifestement ses pouvoirs et ses compétences, a pris un grand risque, et pour elle, et pour toute l'Union européenne. Non, et surtout, pour le moment, on va reparler, laissons de côté la discussion sur les vaccins, mais vous dites donc effectivement que les députés européens, après tout, ils nous représentent, ils représentent les 400 millions, 350 millions d'Européens, n'ont pas pu consulter l'entièreté des contrats. Il paraît même sur les effets secondaires, même. Non seulement ils n'ont pas consulté l'entièreté des contrats, mais sur la réalité des prix et des conditions financières, et encore plus sur la responsabilité des laboratoires en cas d'effets secondaires négatifs, nous, députés, ne sommes à peu près informés de rien. On nous dit, et il semble, que de manière totalement arbitraire, la Commission ait permis aux laboratoires de dégager leurs responsabilités et de la reporter sur les États. En d'autres termes, la Commission aurait acheté des vaccins auprès de laboratoires pharmaceutiques, mais la responsabilité en termes d'effets secondaires négatifs serait à prendre en charge par les États membres qui n'auraient pas été consultés sur ce point. On est naturellement sur des abus de pouvoir et sur des pratiques non démocratiques qui, me semble-t-il, risquent de poursuivre longtemps la Commission européenne. Alors, Hervé Juvin, il y a quand même une question qui se pose tout de suite. Comment aucun État, ou alors à ma connaissance, peut-être il y en a, n'ont pas réagi? Enfin, les États ne sont pas complètement asservis, vassaux ou devenus n'importe quoi. Pourquoi on n'a pas entendu les réactions, les protestations au niveau étatique? Je ne parle pas seulement de la France, mais des autres. Le credo de la majorité de nos gouvernements, et je crains malheureusement que ce soit la ligne du gouvernement français, c'est bien à l'affaiblissement et à la destruction des États-nations au profit des institutions européennes, de cette forme de super-État qui est en train de se constituer. Et donc la majorité de nos dirigeants sont en faveur des abandons de souveraineté, des abandons de compétences au profit de la Commission européenne. L'exemple le plus frappant, c'est celui des traités internationaux. Vous savez que la Commission européenne s'est arrogé le monopole de l'ouverture des négociations sur des traités de libre-échange et en fait du monopole de la conclusion de ces accords. Le contrôle démocratique ne venant qu'après et étant extrêmement subordonné et limité. Donc il y a cette position de principe. Ce que font les institutions européennes est bon, elles doivent prendre de plus en plus de pouvoir. Vous avez une seconde réalité, et pour moi c'est une question de fond beaucoup plus large que cette question des vaccins et de la Commission. Nous sommes dans une situation très particulière en Europe. J'y ai consacré un livre, L'avènement du corps, publié chez Gallimard il y a quelques années. À peu près plus aucun Européen ne croit que cette vie va décider de sa vie ultime pour l'éternité. L'espoir dans le salut religieux pour la vie éternelle a disparu. Et à peu près plus aucun Européen ne croit que son engagement politique va déterminer un monde meilleur. L'espoir révolutionnaire dans le salut terrestre a lui aussi disparu. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai que mon corps est mon seul patrimoine, et tout ce que j'ai, c'est ma capacité à profiter de mon corps le long de ma vie. C'est ce qu'on appelle le retour de l'individualisme. Oui, mais ça veut dire que tout gouvernement européen est tenu par la promesse de 80 à 90 ans de vie sans souffrance, sans accident, sans handicap, en en profitant pour tous les citoyens. Ça provoque, je crois, une forme de tétanisation de l'action publique. On le voit bien chez nos dirigeants, qui sont tétanisés à l'idée qu'une décision puisse mettre en jeu la vie humaine. On l'a bien vu avec cette aberration qui est que des familles de soldats français morts en opération en Afghanistan ont porté plainte contre l'armée. L'armée n'avait pas protégé leurs enfants ou les membres de leur famille qui étaient soldats. Ça, c'est quelque chose qui tient tous les gouvernements européens. C'est une différence majeure par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, par rapport à beaucoup d'autres continents, où cette préférence absolue pour la vie individuelle n'existe pas. Donc les gouvernements sont tétanisés par l'idée de prendre des risques, et je crois qu'il y a au fond de ce déport de compétences vers l'Union européenne l'idée que ça n'est pas idiot de transférer ses responsabilités à une institution supranationale
très largement organisé pour ne jamais faire face à ses responsabilités. Parce que vous savez, la Commission européenne a ce site particulier, qu'elle accepte d'être jugée sur ses bonnes intentions, elle n'accepte jamais d'être jugée sur ses résultats. Oui, mais alors attendez, deux choses. D'abord, moi je veux bien qu'on aille vers ça. Enfin, on a eu pas seulement un certain Raymond Aron qui disait que que l'histoire était tragique, c'est pas nouveau. Et puis deuxièmement, là c'était un humoriste, c'est pas du tout le même niveau, mais quand même, qui rappelait à tout le monde, et qu'on le rappelle, que la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Donc il faut quand même pas se raconter l'histoire. Tout le monde sait que on est limité, et on l'espère le plus tard possible, pour chacun. Donc, vous pensez-vous que cette idée-là, ça y est, elle a disparu? Les gens savent quand même, Hervé Juvin, enfin la majorité, y compris des gens qui ne, peut-être en haut sommet, qui ne pensent pas plus loin que le bout de leur réélection, mais on peut dire quand même que tout le monde sait qu'à un moment donné, que la violence est là. Ceux qui croyaient à la fin de l'histoire, on a bien vu ce qui s'est passé après le 11 septembre, et les attentats, etc., etc., etc. C'est pas à vous que je vais faire le portrait. Donc, je ne comprends pas cette espèce d'ablation, je dirais presque, de tout un pan de l'individu, qui est que nous autres civilisations et nous autres humains savons que nous sommes mortels. Vous citez Paul Valéry, Oui. André Berkoff. Je pourrais citer beaucoup d'autres auteurs sur qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue. Je crois que c'est la question qui se pose à nos dirigeants politiques. Est-ce qu'une vie dans laquelle on ne peut plus se rencontrer, une vie dans laquelle on ne peut plus sortir, une vie dans laquelle on ne peut plus aller au théâtre, au cinéma, une vie dans laquelle on ne peut plus faire la fête, etc., c'est peut-être une vie très longue, mais est-ce que c'est toujours bien une vie humaine? Je vous rappelle qu'une cour allemande, la semaine dernière, a déclaré que les décisions de confinement étaient anticonstitutionnelles, et elle a très hautement proclamé le droit des Allemands à avoir une vie sociale, à se rencontrer, etc. C'est une cour de justice. C'est une cour de justice allemande, je crois que c'est la cour de Weimar, et ça va être très intéressant de voir la suite que va donner la cour constitutionnelle de Karlsruhe. Que vaut une vie confinée, que vaut une vie sous le masque, que vaut une vie isolée et un confinement? Je ne suis pas sûr que ce soit une vie. C'est une question qui nous... On en parlait avec le restaurateur, il y a un quart d'heure. Oui. C'est évident, et c'est une question qui est devant nous. Qu'est-ce qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue? Je crois que c'est une question qui est devant nous parce que, contrairement à tout ce qui a été raconté, nous n'allons pas vers le monde d'après, nous allons dans le monde d'avec. Je suis pour ma part à peu près convaincu, j'espère bien me tromper, que les effets de la pandémie sont durables. Je crois que nous sommes en train de découvrir que le vaccin, ça n'est pas la panacée. Et certains épidémiologistes nous disent même que la manière dont il est procédé à la vaccination, et va revenir aux modalités du combat contre le virus, peuvent être plus dommageables que bénéfiques, tout simplement parce que quand on vaccine très lentement une population, et on sait qu'en France on est parti pour être parmi les derniers de la classe, aucun des objectifs annoncés à grand son de trompe par M. Véran ne seront tenus, on voit bien, on sait bien qu'à ce moment-là, le virus peut développer des mutants qui vont être résistants au traitement. Il développe déjà. Il les développe déjà, toujours il peut développé des continuer mutants. Exactement, parce que le problème du virus, c'est qu'il veut vivre. Et donc, il réagit. Donc, autant vacciner en masse une population en un court laps de temps peut effectivement la protéger. Bien sûr. Autant étaler la vaccination sur des mois, peut-être jusqu'à la fin de l'année ou plus. Ça permet au virus de s'adapter, de muter. Et donc, je crois et je redoute que nous ne soyons contraints de vivre avec la pandémie pendant encore fort longtemps. Et il me semble évident que les mesures actuellement prises, je crois d'ailleurs qu'en ce sens, le président Emmanuel Macron a fait preuve de beaucoup de sagesse en repoussant le confinement. Il est clair que ça n'est pas une vie, la vie sous le masque, la vie confinée. Et il est clair que des questions politiques qui ne peuvent pas être abandonnées aux experts sont en train de se poser à nous tous. Alors justement, non mais vous soulevez les problèmes. Je suis content d'ailleurs, tout le monde va être content, parce que vous êtes ce que j'appelle un pessimiste raisonné. Moi je suis un optimiste peut-être pas assez raisonné, mais on se comprend là-dessus, Hervé Juvin. Simplement, alors on revient à ça. Moi j'écoutais hier... Tapi sur France 2, je cite Tapi parce qu'il citait Stéphane Bancel, le patron de Moderna, je crois que c'est, ou AstraZeneca, je ne me rappelle plus. Enfin, c'est ce français, c'est Moderna, hein, oui. Et il disait que Bancel avait proposé au gouvernement français en avril dernier, en avril ou mars-avril dernier, de discuter un peu des achats et qu'il n'avait eu aucune réponse. Là aussi, c'est cette opacité de la Commission européenne dont vous parliez au début qui fait que je ne comprends pas. Là,
le gouvernement français, par exemple, quand un laboratoire pharmaceutique, ou français, ou le gouvernement, quand il vient le voir, il dit, écoutez, il y a peut-être des choses à faire, comme a fait l'Angleterre, qui a acheté 3 mois avant, etc., comme a fait Israël, qui a acheté plus cher, etc., vous voulez dire que l'État français, lui, il peut rien, enfin l'État français ou tous les autres États, peuvent rien faire en disant non, c'est la Commission européenne qui décide. Il y a quelque chose d'étonnant là, ça fait 1 an, cette histoire. L'État français veut absolument s'affirmer. Je parlerai plutôt du gouvernement français. Si gouvernement français, oui. Le gouvernement français veut absolument s'affirmer comme le bon élève de la classe européenne, parce que le projet, il est manifeste. Le projet du président Emmanuel Macron, c'est d'apparaître à l'issue de la conférence pour l'avenir de l'Europe qui va se tenir prochainement, qui devrait s'achever au moment de la présidence française de l'Union. C'est d'apparaître comme le leader incontesté de l'Europe, et c'est d'apparaître comme celui qui aura raté énormément de choses en France, mais qui aura réussi quelque chose sur la scène européenne. On voit bien l'opération politicienne qui est en train de se dessiner. Ce qui fait que la France est extraordinairement contrainte par cette obligation d'être le meilleur élève de la classe européenne. Je vais vous faire sourire, André Berkoff, et probablement que je vais étonner nos auditeurs. Est-ce que vous savez que la Cour de justice de l'Union veut obliger l'armée française, les femmes et les soldats qui composent l'armée française, qui sont en train de se battre au Sahel et sur d'autres théâtres d'opération, à respecter les horaires de travail et à se soumettre aux conditions de travail des salariés de l'industrie, des entreprises de services. Ils devraient passer à 35 heures, ils devraient avoir des récup, ils devraient arrêter de se battre quand la sirène sonne, avoir droit à des RTT, etc. Ça va être très intéressant de voir si la souveraineté de la France, et si la France est la seule armée en état de se battre de l'Union européenne, il faut être très clair, elle est la seule capable de mener des opérations indépendantes à peu près partout dans le monde, il faut voir si la France se plie. Mais je pense qu'il y a là une épreuve intéressante pour l'européisme absolu de notre gouvernement. On va en reparler après les informations. On reste avec vous auditeurs, et avec Hervé Juvin. Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir à partir de 13h15 à cette question aussi que pose Hervé Juvin. Que vaut une vie confinée, sous masque, sans lien social, sans convivialité? C'est aussi la question soulevée par nos restaurateurs. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous continuons notre conversation avec Hervé Juvin, essayiste, écrivain français. Et son dernier livre, son plus récent livre, Le Moment politique, aux éditions du Rocher, et qui est eurodéputé et du groupe Identité et démocratie au Parlement européen. Hervé Juvin, on parlait effectivement de l'Europe, des bons et mauvais élèves. Enfin, il y a surtout des bons élèves et très zélés de la classe européenne, très bien. On parlait de la vie, on essaye de dire que la vie n'est plus du tout tragique. On voit très bien que ce n'est pas le cas. Mais surtout, alors je voudrais revenir quand même à cette séquence achat de vaccins. On a vu que quand on a demandé pourquoi Pfizer ne livrait pas assez alors que l'Angleterre était livrée, ils ont dit parce que l'Angleterre a négocié il y a 6 mois, mais l'Angleterre c'est le Brexit, très bien. Pourquoi Israël avait été, plus petit pays bien sûr, mais avait été largement livré, c'est parce qu'il a payé plus cher. Vous m'avez parlé de la Belgique qui a négocié, et l'Allemagne aussi, m'avez-vous dit, a négocié aussi des achats de vaccins. Donc les États, quand même, ont leur marge de manœuvre. Les États ont gardé leur marge de manœuvre, mais je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. La perception de l'Union européenne, qu'elle diffuse partout, c'est justement que l'histoire n'est plus tragique et qu'on en a fini avec l'histoire est tragique. Je ne pense pas que le problème des achats de vaccins par les États-nations soit un problème de prix. Israël, pour des raisons évidentes, a le sentiment que l'histoire peut être tragique. C'est pourquoi Israël a pris la décision politique, premier État au monde, d'opter pour la vaccination massive de sa population et, en clair, avoir un objectif de vaccination de toute sa population en quelques mois seulement. C'est pourquoi aussi des États européens, j'avais cité la Belgique, vous citez l'Allemagne, il y en a d'autres, ont de leur côté négocié des achats de vaccins pour tenter de vacciner en masse leur population. On sait que la Grande-Bretagne est de loin le numéro 1 des pays d'Europe dans cette direction. Je remarque aussi que la Hongrie et sans doute d'autres pays achètent des vaccins russes, tandis que d'autres se voient offrir des vaccins chinois. Et je sais qu'une partie de la classe dominante en Ukraine a été vaccinée à partir de vaccins qui ont été offerts par Israël. Donc nous avons en quelque sorte une séparation entre les États qui ont la perception que la vie peut être tragique et que c'est chacun pour soi quand les choses deviennent vraiment difficiles, seuls les États-nations font face,
Et on a ceux qui ont la politique d'abandon à l'Union européenne, aux rêves européistes, dont malheureusement la France fait partie. Et malheureusement, nous sommes les derniers. Nous allons être trop tard. Nous allons être en marge de l'histoire. Et je crains que ça ne se passe mal pour la population française. Écoutez, espérons que vous serez démenti par les faits. Enfin, je l'espère aussi, bien tous, entendu. Bien sûr. Mais Hervé Juvin, vous disiez aussi, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qu'on a tous constaté. À un moment donné, on a l'impression, tout se passait comme si un certain nombre de médecins de ville, dite la médecine généraliste ou autre, enfin, etc., a été légèrement laissé de côté, surtout la médecine libérale. Et vous vouliez en parler? On a un phénomène qui m'inquiète beaucoup. Le mode de vie français, celui que j'ai éprouvé dans l'enfance que j'ai passé à Nantes, reposait sur le café du coin, sur l'épicerie, sur la charcuterie, sur la boucherie du coin, et évidemment sur le médecin de famille. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence à Nantes. Il suffisait que le médecin se présente dans la maison, déjà ça allait mieux. Et tout semble indiquer que dans les premiers cas, dans les premières atteintes de la pandémie, beaucoup de médecins, ceux qu'on appelait les médecins de famille, beaucoup de médecins de la médecine qu'aujourd'hui on appelle libérale, avec ce qu'ils avaient sous la main, avec des anti-inflammatoires, avec des vitamines, avec du zinc, etc., etc., ont réussi non pas à guérir, attention, des patients atteints de manière grave, bien sûr, mais ont réussi à guérir des patients atteints des premiers symptômes de la maladie. J'observe qu'ils sont totalement marginalisés. Ouais. J'observe que médecins comme pharmaciens se trouvent extraordinairement marginalisés. Et je ne peux pas penser, je ne suis pas une minute complotiste, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que l'on est en train d'assister à une prise de pouvoir extraordinaire de la médecine à distance par Internet, la médecine de l'intelligence artificielle et du Big Pharma. Ça m'inquiète beaucoup parce que je suis persuadé pour ma part que l'homme n'est pas une machine. Je suis écologiste. L'homme fait partie d'un système complexe. On ne peut pas l'apprécier en dehors de son environnement, de sa famille, en dehors de son origine familiale, etc., etc. Et ce qui se passe, qui consiste à réduire l'homme à un certain nombre de mécaniques qu'on peut traiter à distance sans connaître la personne, me paraît extrêmement inquiétant. Mais la prise de pouvoir actuelle de l'intelligence artificielle d'un côté et des big pharma de l'autre me paraît conduire à un monde qui n'est pas le monde que j'ai connu, dans lequel j'ai aimé vivre, et qui me semble extraordinairement redoutable. Mais est-ce que ça ne vient pas, ça, Hervé Jubin, tout simplement, que l'intelligence artificielle, la modélisation, etc., c'est beaucoup plus facile pour l'administration, pour une certaine administration et pour certains pouvoirs. C'est beaucoup plus facile à administrer et à contrôler, et puis ça rapporte beaucoup plus de dividendes. Le problème que nous ne voulons pas voir, c'est le problème de la privatisation de la santé. Je me suis laissé expliquer par un certain nombre de patrons d'hôpitaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, y compris dans les Pays de Loire, je me suis laissé expliquer que le manque de lits de réanimation venait aussi du fait que les lits de réanimation, ça n'est absolument pas rentable. Et dans le cadre d'une préparation de la privatisation de la santé... On continue de les baisser, d'ailleurs. On continue de les baisser, d'ailleurs. J'ai eu témoignage de quelques réunions à Bercy, de budgétaires, qui disaient encore à l'automne dernier, en pleine pandémie, qu'il fallait diminuer les budgets de la sécurité sociale et qu'il fallait accentuer encore la gestion par les coûts. Il est clair que la santé, ça se doit gérer par objectif, mais il est clair aussi qu'on ne peut pas laisser la santé entre les mains de sociétés cotées, c'est-à-dire entièrement déterminées par l'intérêt de l'actionnaire. Et je crois que nous aurons une réflexion collective à conduire sur les formes à donner au financement de notre santé, de l'assurance santé, mais aussi des prestataires santé. Pour ma part, je propose que ce soit des coopératives, propriété de tous les citoyens qui veulent s'y associer, qui soient les principaux acteurs de la santé. On ne peut pas laisser notre santé aux mains d'un système entièrement privé et entièrement aux mains des dividendes. On a vu le scandale de Gilead avec le Remdesivir. Je crains que nous n'ayons devant nous d'autres scandales provoqués par la privatisation forcenée de tous nos organismes et de toutes nos institutions de santé publique. La santé est une chose trop précieuse pour être laissée aux médecins robots. La santé est une chose trop précieuse pour être laissée au marché. Et à votre avis, oui, et cette tendance-là, elle est prégnante, et c'est vrai, elle n'est pas prégnante depuis 2 ans, 3 ans, ça fait des années et des années.
Vous avez un pays extrêmement intéressant à suivre à cet égard, c'est la Grande-Bretagne, qui a fait l'objet de pressions insensées de la part de l'administration Trump pour privatiser son système de santé, le NHS, qui est l'une des institutions de référence de la Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis Lord Beveridge. Ça va être très intéressant de voir la suite. Est-ce que l'administration Biden va mettre la même pression pour en quelque sorte livrer la santé des Britanniques aux intérêts des firmes privées américaines? Nous aurons le même débat en France et nous l'avons déjà. Juste un mot là-dessus, je veux savoir votre avis. Le même Trump, quand même, c'est lui qui est allé qui a volé dans les plumes du Big Pharma en demandant qu'en Amérique, le prix des médicaments américains soit basé sur le prix qu'ils vendent en Somalie ou ailleurs, c'est-à-dire le plus bas coût. C'est vrai. Donald Trump avait réagi à un scandale particulier. C'est le scandale de cet aventurier de Wall Street qui avait repris une petite firme pharmaceutique, avait fait l'inventaire et s'était aperçu que notamment un médicament était absolument vital. Et on avait tiré la conclusion évidente, si ce médicament est vital, il n'y a pas de limite au prix que les gens peuvent payer. Et je crois qu'il avait augmenté le prix de l'ordre de $50 à plus de $1000. Ce scandale a fait qu'il a perdu la présidence de cette entreprise et que l'administration de Donald Trump s'est trouvée devant cette évidence. Les médicaments ne peuvent pas être négociés librement sur un marché libre parce que sinon, un médicament vital se paiera le prix de la vie, c'est-à-dire que son prix sera virtuellement infini. C'est ça. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose que nous allons continuer. Nous allons évidemment discuter avec Hervé Juvin. Juste, je voudrais savoir, le moment politique, je voudrais juste parler une ou deux phrases. Après, on va discuter avec les auditeurs de Sud Radio, Hervé Juvin, et les restaurateurs aussi, bien sûr. Le moment politique dont vous parlez, est-ce qu'on est actuellement en période de vraiment bascule? Je ne parle pas seulement à cause du Covid, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, etc. En quelques mots pour vous, on est dans un moment de bascule pour parler de la France. Oui, vous l'avez dit, l'utopie qui a habité les États-Unis et beaucoup l'Union européenne, les pays de l'Union européenne depuis les années 90, c'est l'idée qu'on allait mettre fin aux politiques. On le voit très bien avec la gestion française de cette crise. Tout se passe comme si des comités d'experts et le comité de défense avaient remplacé le Conseil des ministres. Évacuons les politiques, c'est aux experts de répondre. Et on voit bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison évidente. Pour savoir ce qu'est une bonne vie et la manière dont les Français doivent vivre. Pour savoir la manière dont on fait face à cet ennemi invisible, inconnu qu'est le Covid, c'est tôt ou tard la décision politique qui l'emporte. Et l'on assiste au grand retour du politique. Le grand mensonge, y compris du gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est qu'on allait pouvoir remplacer le politique par la compétence financière, par la compétence économique et par la compétence des experts. Non seulement ça ne marche pas, mais le mélange d'arrogance et d'incompétence qui caractérise ce gouvernement est la pire des choses qui soit possible pour les Français. Oui, le retour du politique est devant nous. J'allais vous dire, mais enfin, encore faut-il qu'il y ait, effectivement, parce que vous parlez de remplacer par la compétence, encore faut-il qu'il y ait des compétences. Parce que si la compétence n'est pas là, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, c'est vrai, le politique, encore faut-il qu'il y ait des politiques qui ne soient pas coupés du réel, qui ne soient pas coupés du sol. Oui, André Berkoff, mais la compétence ne remplace pas in fine la décision politique. Le politique doit écouter les experts, il doit consulter les experts et respecter les experts, mais au bout du bout, c'est sa responsabilité devant le peuple français et la nation française qui est en jeu. Je crains que ces responsabilités ne soient très lourdes à porter pour nos décideurs actuels. Actuels ou peut-être ceux qui les ont précédés, on verra ça. En tout cas, le peuple français, en tout cas les auditeurs de Sud Radio vont être avec nous. Et c'est à vous, en effet, de réagir au 0826 300 300. Cette question que l'on vous pose depuis le début de l'émission, comme un fil d'Ariane finalement. Que vaut une vie confinée, sans masque, sans lien social, sans convivialité? Et je rappelle ce qu'a dit aussi Alain Fontaine et qui revient tout de suite parmi nous. Les restaurants sont des lieux de vie et on a besoin de vivre. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. André Berkoff est dans tous ses états. Il est toujours là avec Hervé Juvin, eurodéputé Identité et Démocratie, avec Alain Fontaine, patron du Mesturet Paris 2e arrondissement et président de l'Association française des maîtres restaurateurs, et avec vous, chers amis, qui appelez. Vous êtes très nombreux au 0826 300 300. Allez, on va aller à Bayonne. On donne la parole à Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour monsieur Berkoff. Bonjour. Oui, bonjour et bonjour à toute votre équipe et merci pour votre radio en général de prendre quand même position et faites cause pour les restaurateurs. Voilà.
Alors moi je vous appelle plus que pour réagir, en fait c'est pour vous faire part de ma situation personnelle qui est en fait j'ai monté un restaurant compte tenu de toutes les démarches administratives et les travaux et toutes les choses à faire pour pouvoir débuter l'activité, en fait je n'ai pu commencer mon activité que mi-décembre, voilà. Donc en pleine pagaille, on va dire. Et je n'ai donc aucune perte de chiffre d'affaires à déclarer, ce qui est la condition sine qua non pour bénéficier d'aide. Bien sûr. Et je n'ai donc droit à absolument aucune aide, que ce soit de l'État, de la mairie, de la région, ou que sais-je encore. D'accord. Je n'ai absolument droit à rien. Voilà. Donc. Alors. Alain Fontaine, voilà, par exemple, Philippe, il vient d'ouvrir, effectivement, en décembre. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut faire quelque chose ? Il doit attendre Bonjour Philippe. Effectivement, c'est un des cas, ça fait partie des cas qui sont extrêmement fragilisés, qui... Leur avenir est vraiment en jeu. Moi, je lui conseille vraiment d'insister auprès de la mairie, de la région. Surtout, il faut y aller, il faut monter des dossiers. La région soutient énormément, les régions soutiennent énormément leurs restaurateurs. Le cas que vous évoquez, votre cas que vous évoquez, il y en a beaucoup en France, des gens qui ont ouvert en plein confinement ou entre les deux pensant que c'était fini. Et ils se retrouvent devant ce qu'on appelle un mur de dette. Donc, il faut vraiment un triptyque. Le triptyque, c'est vous, c'est la région ou la mairie ou même les deux, et puis le banquier. Et ça, faut pas lâcher. Faut vous battre au quotidien. C'est dur parce qu'on a le moral dans les chaussettes un petit peu, mais ne lâchez rien, ne subissez pas cette chose. Vous avez entrepris, c'est pas de votre faute. La Covid-19 est pas de votre faute. Donc, on a la liberté d'entreprendre dans notre pays. Il faut entreprendre, et maintenant, il faut utiliser quand même tous les moyens possibles pour vous en sortir. Région, municipalité et la banque. Je suis persuadé, allez voir votre chambre aussi, la chambre de commerce de votre région, enfin de chambre de commerce de Bayonne, qui pourra vous aider. Utilisez tous les services. En fait, c'est même les seuls qui m'ont donné une réponse, a priori se penchent un peu sur mon cas, ce sont les seuls. C'est la chambre de commerce de Bayonne. Et tous les autres nous ont pas envoyé sur les routes. Rien n'est prévu pour nous. Même. Hervé Juvin, vous vouliez intervenir ? Oui, bonjour Philippe. Je voulais ajouter un point, mais qui ira dans le sens de ce qu'indiquait Alain Fontaine. D'une certaine manière, nous avons la chance d'être en France. Cela veut dire que, si l'on parle beaucoup du prêt garanti par l'État, il y a une multitude d'acteurs de différentes formes institutionnelles qui peuvent vous aider. Naturellement, il y a la région. Naturellement, il y a les municipalités. Naturellement, il y a les chambres de commerce. Mais vous savez qu'il y a des banques, il y a aussi des sociétés d'assurance qui se sont mobilisées pour trouver des solutions pour des acteurs économiques indispensables comme vous l'êtes. Des gens qui ont eu le malheur d'ouvrir au moment où ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc, je crois que je sais que c'est long, je sais que ça peut demander du temps, de l'énergie, de l'attente au bureau. Mais il faut remplir des dossiers, il faut aller rencontrer, il faut faire l'inventaire de tous ceux qui peuvent t'aider, parce qu'ils sont nombreux. Et je constate que, notamment dans ma région, qui est celle des Pays de Loire, beaucoup de problèmes qui semblaient insurmontables, ont pu être dépassés par l'action commune de tous ces acteurs locaux et régionaux. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas perdre de courage. N'hésitez pas à aller sonner, n'hésitez pas à poser des questions. Et j'espère en tout cas que vous trouverez une solution pour votre exploitation. Allez, bon courage en tout cas Philippe, et tenez-nous au courant. Surtout n'hésitez pas à nous rappeler au 0826 300 300. Allez, on va à Montpellier, on va donner la parole à Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Bonjour. Je tiens à réagir avec déjà mon soutien complet au niveau des restaurateurs. Oui. Parce que moi, je suis passé voir un copain là, qui a ouvert aujourd'hui, j'ai pris des bricoles. Il était heureux et moi, ça m'a fait du bien aussi. Bien sûr. Je tiens à dire que moi, personnellement, ma prise de décision par rapport à tout ce qui est dit et fait aujourd'hui, c'est je suis à 3000% contre tout ce qui est fait de la part de notre gouvernement. Ils n'ont fait que montrer de l'incapacité à gérer quoi ? Les masques, les tests PCR, maintenant le vaccin. Alors j'ai un de vos intervenants tout à l'heure, j'entendais que effectivement il y avait les premiers arrivés qui prenaient servi au niveau des vaccins. Je tiens juste à soulever un petit point. C'est que dans 6 mois, s'il y a des effets secondaires qu'on a eu, par exemple sur le vaccin du H1N1 avec des narcolepsies en veux-tu en voilà, on sera peut-être content d'avoir été en retard. Parce que là, on est les cobayes de ces gens-là, mais en aucun cas,
en aucun cas, les tests préliminaires n'ont été faits. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, et je sais de quoi je parle, parce que je suis du métier malgré que ma société vient de fermer. D'accord ? On a 5 sociétés du groupe ont fermé d'un coup, hein, là, en l'espace de quelques semaines. Je vous demande pas le titre du groupe, mais dans quel domaine vous êtes ? Chirurgie. Chirurgie, donc, d'accord. En ne pouvant plus opérer, on n'a plus de chiffre d'affaires. D'accord. Donc la fabrication s'arrête et tout le reste s'arrête. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'effet boule de neige va être là, c'est-à-dire que les 50 ou 60 000 morts du Covid, c'est de la roupie de Sansonnet, parce que dans l'intervalle, ces messieurs qui nous dirigent, et Olivier Véran en tête, cette espèce d'incapable, a tout arrêté, y compris les dépistages des cancers. Ça veut dire que derrière les phases 3 et 4 de cancer, on va se les prendre comment ? Ça fait 200 000 morts. Voilà. Et là, s'ils ne sont pas, je dirais, comment je pourrais dire ça, assignés en justice pour crime contre l'humanité, je ne comprends plus là. Donc moi, tout ce qui est aujourd'hui préconisation de ces genres de personnages, couvre-feu et tout ça, je ne suis plus aucune règle de leur part. Je me préserve moi et les autres, mais ça s'arrête là. Ils ont fait preuve que d'incompétence, d'accord ? Ils ont fait preuve que d'incapacité. Gouverner, c'est prévoir, ils n'ont rien prévu. Quand ils arrivent sur le deuxième confinement, oui, vous inquiétez pas. Oui, Olivier, je veux pas les défendre, mais je crois que c'était un peu valable. Ça n'enlève rien, hein, ça ne console en rien, mais c'était un peu valable dans le monde entier. Hein. Personne n'avait prévu ça, et personne n'a effectivement eu la solution miracle. Ça se saurait, hélas. Mais je comprends votre réaction. Hervé Juvin, vous vouliez réagir, je crois. D'abord, monsieur, je sens la colère dans votre voix et c'est évidemment une colère que je partage. Je me permettrai simplement 3 observations et l'une qui m'apparaît essentielle. La première observation, c'est qu'effectivement, André Berkoff l'a rappelé, il n'y a pas eu de bons élèves. Ceux qui s'en sont le mieux tirés, ce sont évidemment les pays asiatiques qui ont repris leur croissance depuis déjà plusieurs mois, simplement au prix de dispositions autoritaires qui probablement serait totalement intolérable dans nos pays. Je vais vous donner un simple exemple. Des Britanniques sont en quarantaine à Singapour, confinés dans une chambre d'hôtel pendant 15 jours. L'un d'eux est sorti 3 heures avant l'achèvement des 15 jours. Il a pris 3 mois de prison ferme. Je pense que les Français ne sont pas prêts à tolérer ce genre de choses qui expliquent effectivement les performances extraordinaires de Taïwan, de la Corée du Sud. Ma deuxième réflexion serait la suivante, et là je parle en tant qu'élu, en tant que responsable politique. J'entends bien la tentation de beaucoup de Français, en particulier des restaurateurs. J'entends bien aussi les discours inflammés de certains qui se prétendent responsables politiques en disant « faisons fi des lois, faisons fi des règles, rouvrons, etc. » Je crois que c'est totalement irresponsable. Personne aujourd'hui en France ne peut prendre le risque de jouer avec la pandémie. Et les élus ou les responsables politiques qui jouent avec « oublions les règles, réouvrons en dépit des lois et des dispositions sanitaires », je pense qu'ils jouent avec le feu. J'espère comme vous que cette pandémie va bientôt s'arrêter. Je l'ai dit, je ne suis absolument pas certain. Je redoute, et c'est mon 3e point, que les premiers qui se font vacciner ne soient que les cobayes des laboratoires pharmaceutiques qui ont eu un temps extrêmement court pour procéder aux effets. Mais de grâce, n'allons pas contre la politique de sécurité sanitaire. Elle est bien ou mal conduite, c'est un autre débat. Mais ceux qui l'enfreignent aujourd'hui prennent une responsabilité historique qui m'apparaît insupportable. Oui, c'est vrai, mais juste Hervé Juvin, d'ailleurs, Alain, vous intervenez quand vous voulez, bien sûr. Le problème, c'est vraiment de savoir, et là, ce n'est pas des... Bien sûr, il y a pandémie, il y a épidémie. D'abord, je rappellerai quand même, et ça, ce sont des chiffres indubitables, c'est que c'est la mortalité de 0,05%. C'est pas la grippe espagnole, c'est pas la grippe de Hong Kong, les gens ne meurent pas dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre pas ça au sérieux, au contraire. Mais, est-ce qu'il n'y a pas le problème que, pourquoi, moi je vais dire, c'est le problème que je me suis toujours posé, je veux savoir pourquoi effectivement, c'est pas parce que on parle des restaurateurs aujourd'hui, pourquoi on ferme un certain nombre d'installations de kilos pour exiger évidemment les gestes barrières et tout, et que dans le métro, au RER et dans les gares, mais vous avez des rassemblements de folie complets et qui sont toujours là et il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, Alain parlait des cantines. Oui, Alain. Oui. Oui, ce que vous évoquez est effectivement un gros problème. Et nous, restaurateurs, on le dit depuis le début, puisque on nous a fermé les premiers. Oui. Et nous avons été les premiers avec les syndicats. À mettre un protocole sanitaire en place très strict, avec des gestes barrières très stricts. Et au deuxième confinement, on pensait qu'on allait rester ouvert sous d'autres formes, le midi et tout ça.
On a fermé. Et pourquoi l'amertume? Pourquoi la colère d'aujourd'hui? Parce qu'on s'aperçoit que dans d'autres lieux, on peut manger, par exemple, dans un restaurant d'entreprise, vous pouvez manger tranquillement et avoir la même convivialité, oui, on va dire ça, et la même promixité avec les gens. Je ne parle pas de promiscuité, je parle de promixité. Et donc, vous allez dans des réfectoires de cantines scolaires, c'est pareil, et vous avez plein d'endroits où on mange tranquillement, sans aucun problème, enfin, avec bien sûr les gestes barrières. Ce qu'on aurait pu faire, nous, ce qu'on a dit au gouvernement, via les syndicats qui se sont battus pour ça, et il ne nous a pas encore entendus, c'est que nous étions les meilleurs ambassadeurs et les meilleurs pédagogues pour faire passer pour l'apprentissage, à savoir les gestes barrières, le protocole sanitaire, que les gens auraient peut-être respecté chez eux. Au lieu de ça, on nous a fermé, on a fermé les discothèques, on a tout fermé et on a envoyé les gens dans la sphère privée. Et c'est effectivement des incohérences. Alors évidemment... Ou la sphère privée, pardon, et beaucoup de médecins, d'épidémiologues, de virologues, la sphère privée où on contamine. Tout à fait. Le confinement en famille, oui. Voilà. Alors pour revenir à ce que disait M. Juvin, moi j'entends bien, et c'est vrai que maintenant les postulats, comme je disais tout à l'heure, ont été pris, on ne peut pas revenir en arrière. Ça serait au gouvernement à revenir en arrière sur ce qu'il a dit. Maintenant, il faut qu'on subisse cette chose-là, mais on sait ça aurait pu être fait autrement, et la colère des restaurateurs dont vous parliez tout à l'heure et que vous avez retranscrit via les interviews que vous avez fait, on peut la comprendre parce qu'il y a cette amertume de ne pas avoir été entendu. On se retrouve tout de suite après le une débat petite pause. continue et vous nous appelez au 0826 300 300, on vous attend. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le débat continue justement dans l'émission d'André Berkoff avec Alain Fontaine, patron du Mesturé, président de l'Association française des maîtres restaurateurs, avec Hervé Juvin, essayiste, écrivain, eurodéputé Identité et Démocratie et d'ailleurs candidat aux élections régionales de juin 2021. Hervé Juvin, vous vouliez réagir justement? Oui, je voulais réagir par rapport aux propos d'Alain Fontaine parce que une initiative très positive, je l'ai constaté dans les Pays de Loire, je l'ai constaté ailleurs, par exemple en Aveyron, consiste à réouvrir les restaurants le midi, notamment pour les professionnels du BTP, pour les chauffeurs routiers, pour les livreurs, bref, pour tous ceux qui devaient se contenter d'un sandwich au coin de la rue ou de manger sur leur genou dans un hangar. Les distances sanitaires sont respectées. Je crois que c'est presque une formation. Et je ne comprends pas pourquoi, dans l'ensemble des restaurants, sous réserve de l'application stricte des dispositions sanitaires, on ne permet pas au moins le midi de se restaurer, parce que ça libérerait une grande part de la vie sociale. C'est pas simple d'avoir des rendez-vous toute la journée et de n'avoir aucun lieu où manger le midi. C'est la même chose pour des lieux de culture. Je ne comprends absolument pas pourquoi dans les cinémas, dans les théâtres, dans les salles de spectacle, sous réserve de n'occuper qu'une place sur 3 et d'adopter les mesures de distanciation qui s'imposent, je ne comprends pas pourquoi on ne réouvre pas les lieux de culture. Mais je le répète, c'est au gouvernement de faire ce choix, c'est au gouvernement de modifier sa politique, ce n'est pas par cette forme d'insurrection contre les règles qu'on obtiendra des résultats. Clémence. Allez, on retourne au standard, on va donner la parole à André qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour André. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi je vous appelais, mais je voudrais juste en 20 secondes souligner à quel point ce que M. Juvin a dit est fort juste. Des lieux de culture et des lieux de restauration fermés, alors qu'il suffirait d'imposer des distances. Et paradoxalement, c'est l'athée qui parle, les églises sont ouvertes le dimanche. Et c'est aussi une forme de théâtre, ce que dit le curé. Donc voilà. Voilà, j'ai un peu de mal à comprendre, pas aller au théâtre, mais les gens qui veulent aller à l'église peuvent y aller. Mais c'est pas pour ça que je vous appelais. Alors, vous nous appelez pourquoi, André ? Donc, moi je vous appelle parce que j'avais saisi le procureur de la République de Paris suite au premier tour des municipales l'an passé. On savait que le président de la République était assez hostile à son maintien, mais il y a un certain nombre de notables de la politique qui ont mis la pression, et à commencer par cette notoriété publique aussi, c'est pas un secret, le numéro 2 du pays, monsieur Larcher, président du Sénat, qui avait exigé que le scrutin soit maintenu malgré les préconisations du corps médical. J'avais saisi de différents chefs le procureur de la République de Paris du comportement que je trouve catastrophique de monsieur Larcher. Il m'a répondu, c'est pas un simple substitut, c'est le vice-procureur, donc le bras droit du procureur de la République de Paris qui répond. Il m'a répondu une lettre d'une petite vingtaine de lignes.
Et entre autres, j'ai été interrogé si l'homicide involontaire n'était pas constitué. Involontaire, bien sûr, je précise. Ouais, quand même. Et donc, le vice-procureur me répond sur ce point, je cite, ouvrez les guillemets, l'homicide involontaire n'est pas caractérisé en l'absence de nom de victime. Ce qui veut dire, à contrario, que s'il était avéré qu'un scrutateur, un candidat, un électeur aurait contracté la Covid dans un bureau de vote et on serait décédé 5 jours, 10 jours, 15 jours, 3 semaines après, ça voudrait dire, à contrario, que l'infraction d'homicide involontaire est constituée. Ça me semble quand même des choses extrêmement graves parce qu'on entend souvent M. Larcher donner des leçons à tout le monde, pas seulement lui, mais tout spécialement lui, alors qu'on sait qu'il y a des gens, énormément de gens qui ont contracté la Covid le 15 mars. Est-ce qu'il y en a qui sont décédés de cette contractation? Ça, évidemment, c'est à prouver, c'est autre chose, mais on sait en tout cas que nombreux ont contracté la Covid, scrutateurs, candidats, électeurs, peu importe. Et donc, on a cette réponse, l'homicide involontaire n'est pas caractérisé en l'absence de nom de victime. A contrario, chacun peut en déduire ce qu'il veut. D'accord, écoutez, ça, effectivement, cette histoire a fait beaucoup couler d'encre. Fallait-il effectivement maintenir les élections municipales la veille même du confinement? C'est une question qui ne sera pas tranchée, mais que vous avez eu raison de poser. Clémence. Allez, on retourne au 0826 300 300 et on donne la parole à Richard qui nous appelle, alors je ne sais pas comment ça se prononce, de Gouex. Gouet, voilà. Gouet en Seine-et-Marne. Oui, bonjour à vous tous, bonjour Monsieur Berkov, je suis un très grand fan, merci pour votre émission, ça fait du bien. Merci à vous. Moi, je voulais seulement dire qu'en Italie, aujourd'hui, ils sont passés en zone jaune et tous les restaurants vont réouvrir. Tous les restaurants, vous dites, oui. Voilà, ma sœur, je le sais ça parce que ma sœur habite à côté de Vérone. Oui. Tous les bars et les cafés vont être ouverts jusqu'à 18h. Le soir, ça sera pour emporter seulement. Mais dans la journée, ce sera ouvert. Dans la journée, ce sera ouvert. La journée, ce sera ouvert, vous dites, en Italie. La journée, ça sera ouvert. Exactement. La journée, ça sera ouvert à l'intérieur, pas seulement en terrasse, mais à l'intérieur, en respectant les règles sanitaires. Bien sûr. Voilà. En Espagne, j'ai des amis qui habitent en Espagne. Ça fait un moment que les restaurants sont ouverts, les salles de spectacle sont ouvertes. Ils vivent. Ma fille habite au Texas. Son mari est première trompette à la Philharmonique de Fort Worth. C'est à côté de Dallas. Oui. Lui, il travaille. Il y a des performances. Les restaurants sont ouverts. C'est pas l'hécatombe. Donc, je vois pas pourquoi qu'en France, tout le monde a peur et on a arrêté de vivre. Voilà ce que je voulais dire. Ça vous fait rêver, Alain, l'Italie? Alors, l'Italie, ça fait toujours rêver, mais on est un rêve aussi pour l'ensemble du monde. La France, c'est un pays extraordinaire. Et dans la France, il y a les bistrots, il y a les cafés, les restaurants. Mais à condition qu'on puisse les montrer. Voilà, alors, oui, ça fait rêver parce qu'on sait qu'on pourrait faire ça. Après, il faut effectivement que le postulat de base qui a été pris en mars dernier se renverse. Il faut nous faire confiance. Mais effectivement, on peut y aller étape par étape. Je pense que vraiment, certains restaurants pourraient rouvrir. Après, il faut effectivement le respect du protocole sanitaire. Il faut le feu vert du gouvernement. Je rebondis sur ce qu'a dit M. Juvin tout à l'heure. Il est hors de question de faire n'importe quoi et dans le désordre. Mais il n'en demeure pas moins qu'on doit pouvoir ouvrir parce que cette crise sanitaire est faite que de paradoxes. C'est-à-dire, il y en a qui ouvrent, on ne sait pas pourquoi. On nous ferme, on sait à peu près pourquoi, mais là, on sait qu'on pourrait rouvrir à certaines heures. En Espagne, c'est jusqu'à 3 heures. Là, je viens d'apprendre qu'en Italie, c'est jusqu'à 18 heures. Apparemment, le pouvoir fait confiance aux chefs d'entreprise de ces pays-là. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas dans une cour d'école. Je pense qu'on peut faire confiance aux chefs d'entreprise que nous sommes. Hervé Juvin, vous vouliez réagir ? Oui, vous posez, Alain Fontaine, une question qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est le manque de confiance entre l'administration et l'entreprise. Je crois malheureusement que c'est un mal français et je ne suis pas sûr que nous allons le guérir très vite. Ce qui est très intéressant dans le témoignage qui vient d'être apporté, c'est l'immense écart qui existe entre les réactions des différents gouvernements et des différentes nations. Européens en plus. Et l'on voit bien que l'idée de tout conformer, l'idée d'aligner tout le monde sur le même modèle ne marche pas. J'aurais pu dire à l'inverse, et André Berkov va me taxer de pessimisme, que la situation au Portugal est assez dramatique actuellement, alors que le Portugal était l'une des nations européennes qui maintenait absolument tous les lieux de vie ouverts. Je pourrais prendre l'exemple de la Bulgarie,
où, y compris les discothèques et les boîtes de nuit étaient encore ouvertes à Noël et au 1er de l'an, la Bulgarie vit une vague de pandémie absolument différente. Ça n'a pas de sens de vouloir aligner tout le monde sur le même modèle. C'est à chaque pays et quelquefois c'est à chaque région de réagir, d'agir, et faisons très attention à tout ce qui tend à uniformiser. Je redoute évidemment l'action de l'Union européenne à cet égard, puisque partout l'Union européenne ne veut voir qu'une seule tête et veut calquer tout le monde sur le même modèle. Le prêt-à-porter, ça ne marche pas. Dans la lutte contre la pandémie, il faut du sur-mesure. Il faut de la carte et pas seulement du menu. Et d'ailleurs, on aurait pu faire ça dans les régions françaises, parce qu'il y a des régions françaises beaucoup moins atteintes que d'autres. Bien évidemment. Allez, vous continuez en tout cas de nous appeler au 0826 300 300. On vous attend.